Marc Navet tout à l'heure a évoqué dans son ouverture la démarche écoquartier qui est portée par les deux ministères, celui de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministère de la transition écologique et solidaire. Pour évoquer cette démarche, je vous remercie d'accueillir Cyril Pouvel, qui est chef de projet quartier durable au CEREMA Territoire et Ville. Il travaille depuis de nombreuses années sur les enjeux et contraintes environnementales. Pourriez-vous nous expliquer en quoi la démarche écoquartier est utile à la prise en compte des enjeux de santé dans les projets d'aménagement? Merci. Peut-être que tout le monde ne connaît pas forcément la démarche écoquartier, même si tout à l'heure M. Navez nous en a dressé un premier portrait. L'idée de mon premier slide, c'est de dire que la démarche écoquartier, au-delà d'un référentiel et d'une grille de lecture d'une opération d'aménagement, c'est avant tout une démarche qui a une dizaine d'années, qui date aussi du Grenelle de l'environnement, un peu comme les débuts d'apparition des problématiques de santé dans l'aménagement. C'est une démarche qui permet de réunir un ensemble d'acteurs depuis cette dizaine d'années à travers des conférences, un processus de labellisation, mais aussi des groupes de travail un peu spécifiques sur des thématiques particulières qui permettent d'aller plus loin. Alors ça a été le cas sur le domaine de l'évaluation, sur le domaine de l'agriculture urbaine, ça l'est en cours sur le coût global dans le cadre des opérations d'aménagement. Et puis parfois on s'associe à des démarches, c'est le cas sur l'économie circulaire avec l'association sur l'AMI 2 de l'ADEME sur l'économie circulaire, et puis là c'est le cas sur la prise en compte de la santé dans les opérations d'aménagement. Et on s'associe à ces démarches, alors je dis on, c'est bien sûr le ministère en finançant, mais c'est aussi le CEREMA qui accompagne depuis de nombreuses années le ministère pour prendre en compte ces sujets et puis pour avancer sur ces questions d'aménagement durable. Donc il faut bien comprendre ça, la démarche écoquartier, c'est une labellisation, mais pas que. Et c'est avant tout une grille de lecture, c'est pas que la labellisation. Cette grille de lecture, la voilà. Et un des objectifs de mon intervention, c'est de montrer en quoi ce référentiel et cette grille de lecture peut s'articuler avec ce qu'a expliqué Clément, ce que vient d'expliquer Clément sur les clés opérationnelles d'une opération d'aménagement. Mais je vais y revenir. Je vais revenir tout de suite, puisque je vous représente les 15 clés, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et je vais vous montrer qu'au final, à travers des exemples tout à l'heure, qu'au final, c'est ce qu'on peut montrer à travers une grille de lecture d'aménagement durable, c'est que la santé, intégrer la santé dans une opération d'aménagement, c'est une manière transversale de voir l'aménagement durable. Mais en fait, l'aménagement durable, si on le prend comme une démarche transversale, il peut intégrer la santé en tant que telle. Et je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant de voir qu'une grille qui a été bâtie en 2011, elle est capable, vu sa transversalité, d'accueillir au final beaucoup de problématiques, notamment la santé, mais c'est aussi le cas sur l'économie circulaire. Cette grille de lecture, elle est bâtie en 4 dimensions. Une première qui concerne la gouvernance. Au final, en lien avec ce qu'a expliqué Clément tout à l'heure, les enjeux de gouvernance, c'est tout ce qui va concerner ce qu'a expliqué Clément sur l'instance santé, la mobilisation des données et la participation des habitants. Donc au final, on va retrouver cette possibilité d'intégrer la santé à travers ces engagements de la grille écoquartier. Et ça, je dirais que c'est le principal intérêt pour les gens qui sont engagés dans une démarche d'écoquartier, qui veulent prendre en compte la santé. C'est vraiment le plus de la démarche Isadora, c'est de montrer qu'au final, l'association des acteurs de santé est importante pour mieux prendre en compte la santé dans une opération d'aménagement. Et c'est peut-être des choses, ça fait quand même 7 ans qu'on travaille sur des labellisations écoquartier, c'est des choses qu'on voit pas depuis longtemps en tout cas. On commence à l'apercevoir, mais c'est des choses sur lesquelles il y a des marges de progrès. Et je pense que la démarche Isadora va permettre peut-être d'amplifier en tout cas cette prise de conscience. La participation des habitants, c'est quelque chose déjà d'un peu plus intégré dans les projets écoquartiers qui sont labellisés. Il y a une dimension après sur le cadre de vie.
qui va intégrer un ensemble d'engagements. Les engagements, c'est aussi des choses un peu transversales qui vont reprendre parfois des thématiques qui sont développées à travers les clés opérationnelles. Alors l'objectif du référentiel écoquartier, c'est pas de donner des solutions, c'est plutôt de donner des grands objectifs, des grands éléments de questionnement pour que à chaque fois, en fonction des contextes où on puisse remplir ces engagements avec des solutions qui vont être différenciées. Un des éléments que je n'ai pas rappelé, mais qu'on dit aussi, c'est que cette démarche écoquartier, elle va s'adresser à toutes les opérations d'aménagement, dans le rural, dans les métropoles. Et on voit que plus d'un tiers des projets sont aussi dans le rural. Les opérations d'aménagement dans le rural, c'est quelque chose de relativement important. Et autre chose que je n'ai pas dit, c'est que la démarche écoquartier, elle s'adresse avant tout aux projets de renouvellement de la ville sur elle-même. Plus des 2 tiers des projets qui sont labellisés écoquartiers sont en renouvellement urbain, que ce soit renouvellement de centre-bourg ou opération en rue. Et sur ces projets-là, je dirais que l'enjeu de santé des habitants est d'autant plus prégnant puisque les habitants, ils sont présents sur place. Donc il y a beaucoup plus de possibilités, notamment sur le premier pilier, gouvernance, sur la participation des habitants, sur le fait d'avoir des données de santé sur ce qui se passe sur le quartier sur lequel on travaille. Je reviendrai à travers les exemples sur les articulations, mais c'était juste des slides qui vous permettent de prendre conscience qu'au final, ces clés, elles vont se retrouver dans les engagements et elles vont permettre derrière de nourrir, si une collectivité a une démarche plus particulière à la fois sur l'idée de mettre en place des écoquartiers et d'avoir une démarche spécifique sur la santé, de nourrir certaines réponses à certains engagements pour mieux prendre en compte la santé. Alors parfois certains se recoupent complètement, comme favoriser les modes actifs. Au final, on est sur la même idée. Je voulais, et c'était la demande, de l'Adréal d'être moins, pas forcément théorique, mais plus dans les exemples. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de projets qui sont labellisés. Alors, je ne l'ai pas dit, mais la démarche de labellisation, c'est une démarche en plusieurs étapes. Il y a étape 1, 2, 3, en gros, pour simplifier. Étape 1, on est très en amont. Étape 4, le projet est construit, on est en mode évaluation. Étape 2, chantier. Étape 3, le projet est réalisé et quasiment finalisé. Donc le projet de Bagneuse, quartier nord, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il a mis en place une étude d'impact sur la santé et que justement il a fait le lien entre cette gouvernance du projet d'aménagement et la gouvernance du contrat local de santé qui était mis en place. Et ils ont mis en place une étude d'impact de santé qui a permis derrière de faire travailler les équipes de la collectivité ensemble et de valider un certain nombre d'orientation du projet d'aménagement qui était en cours et de montrer que cette démarche était cohérente par rapport à la prise en compte de la santé des populations. Je dirais que c'est des choses sur cet enjeu-là, proposer une approche spécifique sur la santé dans les opérations d'aménagement, c'est quelque chose qui n'est pas très fréquent. On commence à le voir à travers le financement d'un certain nombre d'études d'impact en santé. On l'a en Île-de-France, en Bretagne, on l'a vu à travers vos démarches sur le Gros Chêne ou sur que vous allez peut-être expliquer cet après-midi. Mais c'est quelque chose qui est work in progress, je dirais, sur cette étape-là, sur la mobilisation transversale. Parce que l'urbanisme, c'est quand même quelque chose de très transversal. Donc, par exemple, on voit que les services énergie, climat, ils sont associés souvent aux opérations d'aménagement. Les services santé, parfois, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes collectivités qui sont en charge aussi. Donc, c'est peut-être moins évident et c'est quelque chose sur lequel, je dirais, j'aimerais insister aussi, comme l'a fait Anne tout à l'heure, c'est vraiment une clé importante, c'est la transversalité, y compris sur le domaine de la santé. La participation, on y est plus. Je dirais que c'est quelque chose qui est plus fréquent, et notamment sur les projets qui sont déjà habités. Donc des choses qu'on voit beaucoup, et notamment dans les projets en rue, les projets de rénovation urbaine, c'est les démarches de participation des habitants pour le diagnostic. Donc les fameux diagnostics en marchant, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous connaissent. Donc là, c'est le cas sur Miramas, qui a mis en place un certain nombre d'ateliers de travail thématiques, mais aussi de diagnostics en marchant, pour faire en sorte que les habitants eux-mêmes
identifient les problèmes qui existent dans leur cadre de vie et qui vont permettre, s'ils sont solutionnés, de leur faciliter la vie au quotidien. Et faciliter la vie au quotidien des gens, c'est aussi prendre en compte la santé. Je crois que c'est ce qui a été montré à travers les interventions précédentes. Je vais pas plus loin. Une démarche intéressante sur la sensibilisation, ça c'est aussi quelque chose d'important dans les projets d'aménagement, c'est notamment en zone habitée, c'est de sensibiliser les habitants présents et à venir à certaines thématiques. Donc ça peut être la biodiversité, ça peut être l'énergie, mais ça peut être aussi la santé. Là, un projet à Marseille, Parc des Calanques, qui est labellisé étape 3. Et l'intérêt, c'est qu'à travers l'intervention d'une association, Mère-Enfant PACA, ils ont mis en place une journée santé qui a été du coup initiée par les habitants, soutenue par la collectivité et par différents acteurs de la santé présents sur place, et qui a permis de montrer aux habitants du quartier certains enjeux sur la qualité de l'air, sur l'obésité, le diagnostic de diabète précoce pour les enfants. Donc c'est relativement intéressant de se dire qu'à travers une opération d'aménagement, on peut aussi amener certains habitants à participer à leur cadre de vie et puis aussi à connaître mieux les leviers sur lesquels agir. Donc ça, c'était pour la dimension 1, la dimension gouvernance. Il y a aussi la dimension cadre de vie à travers ces 5 autres engagements. Alors là, j'ai pris quelques photos. C'est plus classique, je dirais, l'intervention sur les facteurs de risque, les nuisances, la qualité de l'air, le bruit. C'est des choses qui sont un peu plus connues, sur lesquelles les projets d'écoquartier insistent de manière plus importante. À noter qu'au CEREMA, on va bientôt publier 3 fiches, une sur le bruit, une sur la qualité de l'air et une sur les ondes électromagnétiques, pour intégrer de manière opérationnelle ces sujets, en faisant notamment le point sur la réglementation, ce que vous avez dit tout à l'heure, et puis comment on peut faire pour éventuellement aller plus loin à chaque étape d'une opération d'aménagement, un peu comme ce qu'a présenté Isadora. Donc là, sur Écoquartier, ici les Moulineaux, bord de Seine, un intérêt du projet notamment, puisque dans la conception du plan masse, c'est quelque chose qui se fait souvent dans les projets, notamment les projets plus en extension, et notamment quand c'est lié à une infrastructure bruyante, l'idée d'avoir un plan masse qui identifie les contraintes de bruit et de qualité de l'air, et puis qui fait en sorte d'intégrer dans la conception de son plan masse ces enjeux. Donc souvent, c'est à travers un bâtiment écran ou un mur écran, mais souvent on a des bâtiments écrans qui sont plutôt des bureaux et qui permettent de masquer le bruit pour les habitants qui vont être derrière. Et puis bien sûr, il y a toutes les contraintes, tout ce qui est plutôt technique sur l'isolation des façades. Mais aussi, il faut prendre en compte la qualité des quartiers qui existent déjà. Donc là, c'est un exemple sur Saint-Étienne, avec un quartier qui est identifié comme un quartier sur la ZAC des Joyaux très calme. Donc l'idée, dans le cadre de l'opération d'aménagement, de venir conforter cette idée en utilisant des espaces publics qui sont partagés, qui vont être favorables au mode doux et actif. La mixité sociale, c'est aussi une des clés opérationnelles, et c'est ce qui s'appelle cohésion sociale, je crois. Nous dans le cadre de la grille écoquartier, c'est un engagement qui s'appelle mettre en œuvre les conditions du vivre ensemble et de la solidarité. C'est quelque chose qui est beaucoup pris en compte dans les opérations qui sont labellisées écoquartier, avec l'idée de la mixité dans les deux sens en fonction du contexte dans lequel on est. Donc ici, à Écoquartier Boussicot, qui est aussi un projet qui est labellisé étape 3, où l'aménageur et la ville ont fait des efforts pour construire des programmes sociaux en secteur très tendu. Et sur ce projet particulièrement, on a beaucoup d'opérations très diversifiées, des opérations qui s'adressent à des publics spécifiques, que ce soit des travailleurs migrants, des femmes seules, des personnes handicapées, des enfants déficients. Donc sur ce projet, on a un effort dans le 15e arrondissement à Paris qui est plutôt intéressant. L'écoquartier de Lyon-la-Duchère, à l'inverse, on est sur un projet au départ où 80% de logements sociaux, avec un objectif de ramener la situation à plutôt 57%
de logements sociaux, avec la recréation d'une centralité, avec l'idée de ramener aussi des opérations un peu différentes sur le projet, avec un projet global, des espaces publics de qualité. Je vais un peu vite parce que... dans le cadre de vie et usage aussi, un élément qui est important et qui fait partie des clés opérationnelles, que ce soit à travers l'agriculture urbaine, mais pas que, il y a aussi tout ce qui est espace partagé, espace commun. C'est des choses qu'on voit apparaître dans les projets d'aménagement. Alors, je ne sais pas si les petits potagers de la Courrouze, ils existent encore, mais c'était une démarche, en tout cas, qui avait été initiée au départ. C'est des choses qu'on voit beaucoup dans les projets d'aménagement, l'idée d'avoir des espaces partagés, à la fois soit dans les espaces publics, soit à l'intérieur des copros, pour faire en sorte que les habitants aient une pratique et du partage au quotidien. On a aussi l'habitat participatif. On a quelques projets, une dizaine d'écoquartiers qui mobilisent de l'habitat participatif. Et l'avantage par rapport à la santé, c'est aussi de se dire que ces habitats, elles mobilisent des espaces de vie en commun, que ce soit des buanderies, des terrasses partagées, des chambres d'amis partagées, qui permettent aussi du vivre ensemble et de la qualité de vie, et du coup de la santé. Il y a une dimension sur le développement territorial qui va mélanger transport, économie, ville des courtes distances. Donc là, j'ai mis quelques photos sur des modes actifs, mais des modes actifs pas que au final dans les métropoles, aussi dans les petits lotissements, comme on fait en Bretagne. Vous êtes quand même pas mal sur il y a beaucoup de projets de lotissements qui sont intéressants du point de vue des espaces créés et des espaces créés pour les mobilités douces, et l'idée de recréer aussi des habitats qui soient moins favorables à la voiture et en tout cas dans lesquels on peut se sentir bien à pied, y compris quand on est en zone pas forcément centrale. Donc là, c'est pas un exemple breton, mais c'est un exemple dans l'Est, le lotissement des Coccinelles, où pour le coup, on est sur des espaces partagés entre cyclistes et piétons. Ça, ce serait un débat à avoir sur les modes actifs. Est-ce qu'il vaut mieux les séparer ou alors les partager? Chacun son avis. Ici, des espaces partagés encore. Les forges, on n'a pas parlé d'alimentation, mais un projet d'aménagement, c'est aussi l'occasion à un moment donné de repenser certaines pratiques. Ici, le projet des forges dans une commune rurale qui installe un magasin de producteurs à l'intérieur de son opération. Ici, je me suis trompé, c'est Langouette bien sûr, mais qui a un projet en étape 1 et qui a une démarche sur la restauration collective. Alors l'opération d'aménagement, c'est aussi l'occasion de repenser certaines pratiques. C'est pas à travers une opération qu'on va faire de la restauration collective, mais ça permet de s'interroger aussi à l'échelle plus globale. Ici, un projet de centre-bourg qui a l'avantage à Fort-Calquier de rénover un centre ancien pour redonner une activité en centre-ville à certains commerces. Et la dernière dimension, environnement-climat, qui va regrouper notamment les clés opérationnelles sur la nature, sur la végétalisation, la nature en ville, mais aussi sur la prise en compte des îlots de chaleur. Et je dirais que c'est quand même une thématique un peu... sur lequel on s'interroge de plus en plus, à la fois au CEREMA, au ministère de l'écologie, parce qu'on fait face aussi à un changement climatique qui est de plus en plus prégnant et sur lequel, à l'échelle de l'aménagement, il faut qu'on trouve des solutions. La nature en ville, c'est une des solutions. J'en profite pour dire qu'il y a une fiche du CEREMA qui s'appelle Nature en ville et santé qui est déjà disponible sur le site du CEREMA. On fait le point sur tous les avantages de la nature en ville par rapport à la santé, que ça soit du point de vue du climat, mais aussi du point de vue de la perception du bruit, et puis qui alerte sur certains points, les allergies notamment. Mais aussi les maladies vectorielles, puisqu'on a parlé aussi tout à l'heure. Donc là, pour dire que dans les opérations écoquartier, je disais tout à l'heure, la démarche écoquartier, c'est aussi l'idée de confronter certaines communautés. Alors ici, c'est la santé, mais la démarche écoquartier, elle est aussi partenaire de Capitale française de la biodiversité, où c'est aussi l'occasion parfois de mélanger des publics espaces verts avec des publics aménagements. C'est toujours intéressant de confronter les points de vue. Ce qui est intéressant, parce que notamment quand on est sur des métropoles où le foncier
étendue, faire un espace vert, faire des parcs relativement conséquents pour la qualité de vie des habitants, ça va avoir un impact sur le budget de l'opération. Donc comment on fait pour faire en sorte d'avoir un regard transversal sur ces choses? Je dirais que ça soit adaptation au changement climatique, santé, je dirais que c'est un allié pour la nature en ville chez les décideurs, pour faire en sorte que justement on ne soit pas que sur une logique financière, mais aussi pour la qualité de vie des habitants. Donc quelques exemples, pareil en zone tendue à Saint-Ouen, à 2 pas du métro, à Boulogne, à 2 pas du métro, avec des projets qui développent des parcs avec des surfaces conséquentes. Ou alors dans des lotissements, l'idée d'avoir ici à la Barberie, à côté de Laval, avec un projet qui développe des espaces publics. C'est pas souvent au final à l'échelle d'un lotissement qu'on a des espaces publics agréables. Ici, on a l'avantage d'en avoir un. Et je crois que j'ai fini. Si vous avez des questions, je suis ouvert.